Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une des histoires les plus dérangeantes, les plus poignantes, mais aussi les plus complexes qu'on ait pu documenter dans le domaine de la psychologie humaine. Une histoire vraie qui a bouleversé à la fois la médecine, la justice et l'éthique scientifique. C'est l'histoire d'une enfant qu'on a gardée enfermée pendant presque 13 ans, attachée à une chaise-peau, sans lumière, sans parole et sans contact humain. Imaginez les faits, on est en 1970 en Californie. Une femme un peu perdue, quasiment aveugle, entre dans un centre d'aide sociale avec une enfant qui a l'air bizarre. Très maigre, un regard vide, un corps tout petit, des mouvements mécaniques, pas un mot. Elle ne sait pas ouvrir un robinet, elle ne sait pas comment on tient une cuillère, elle ne parle pas, elle fait des bruits d'animaux, elle grogne concrètement et elle a peur de tout. Cet enfant, c'est Jenny Wiley. Enfin, son véritable nom, c'est Suzanne. Mais il a longtemps été caché dans le but de la protéger. Et vous allez comprendre après pourquoi. Bref, reprenons au début de l'histoire. Avant même que Jenny ne vienne au monde, l'histoire de sa famille était déjà extrêmement difficile. Et pour bien comprendre ce qui lui est arrivé, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre le monde dans lequel elle est née. Et ce monde, il tourne autour d'un seul homme, Clark Wiley, son père. Clark, c'est un homme brisé, il a eu une enfance difficile, sa mère était prostituée et son père est mort frappé par la foudre. Du coup, dès son plus jeune âge, il est promené d'orphelinat en orphelinat et en plus de tout ça, sa mère lui a donné à la naissance un prénom considéré comme relativement féminin, ce qui va l'exposer à des moqueries constantes. Ce qui va aussi le pousser à changer de prénom et donc prendre le nom plus tard de Clark. À l'âge adulte, il rencontrera et se mariera avec Dorothy. Elle a 20 ans de moins que lui, est assez effacée et en plus de ça, elle a eu un traumatisme crânien quand elle était jeune qui lui a provoqué des lésions neurologiques et un problème de vue. Bien que les parents de Jenny aient d'abord semblé heureux, en tout cas aux yeux de ceux qui les connaissaient, peu après leur mariage, Clark va commencer à empêcher Dorothy de quitter la maison et va même commencer à la battre, de plus en plus fréquemment et violemment. La vue de Dorothy va d'ailleurs se dégrader progressivement en raison des séquelles de ses lésions neurologiques, de l'apparition d'une cataracte sévère et d'un décollement de la rétine d'un œil, la rendant progressivement plus dépendante de Clark, tout simplement. Clark, vous le voyez, c'est quelqu'un qui a l'air apparemment de beaucoup aimer sa femme, au point de la battre, mais vous savez aussi ce qu'il aime d'autre? Les enfants. Ah oui, ça, il adore les enfants. Bon, vous l'aurez compris, mais en réalité, il déteste ça et n'en veut pas car il les trouve trop bruyants. Mais environ 5 ans après leur mariage, sa femme va tomber enceinte. Il la battra d'ailleurs tout le long de la grossesse et vers la fin tentera même de l'étrangler à mort. Elle finira malgré tout par donner naissance à leur premier enfant. Mais Clark, détestant entendre l'enfant pleurer, va le placer à plusieurs reprises dans le garage où il fait froid et où il finira par contracter une pneumonie et décéder à l'âge de 10 semaines. Mais viendra un deuxième enfant né environ 1 an plus tard, un garçon diagnostiqué avec une incompatibilité Rhesus qui décédera à l'âge de 2 jours. 3 ans plus tard, oui, bon, apparemment c'est jamais fini pour quelqu'un qui n'aime pas les enfants, ils vont avoir un autre fils que les médecins ont décrit comme étant en bonne santé malgré, encore une fois, une incompatibilité Rhesus. Clark n'ayant pas changé, il va détester le bruit que fait le bébé et va donc forcer sa femme à le faire taire, ce qui va entraîner d'importants retards de développement physique et linguistique. Mais il survivra malgré tout. Jenny va naître environ 5 ans après son frère, à l'époque où son père commençait à s'isoler, enfin en tout cas lui et sa famille. Elle va présenter également des signes d'incompatibilité Rhesus qui va nécessiter une transfusion sanguine, mais elle n'aura pas de séquelles et est d'ailleurs considérée comme étant en bonne santé. Quand Jenny atteindra les 3 mois, on va lui diagnostiquer une luxation congénitale de la hanche, ce qui va l'obliger à porter une attelle très restrictive de 4 mois et demi à 11 mois. À 14 mois, elle contractera de la fièvre et une pneumopathie, ce qui va pousser ses parents à l'emmener chez un pédiatre. Et là, erreur fatale, le pédiatre va déclarer qu'au-delà de la pneumopathie, il est possible qu'elle souffre d'un retard mental. 6 mois plus tard, alors que Jenny a 20 mois, sa grand-mère paternelle, la mère de Clark donc, est tuée dans un accident de la route avec délit de fuite. Sa mort va profondément affecter le père de Jenny, mais lorsque le conducteur n'est en plus condamné qu'à une peine avec sursis pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse, Clark va sombrer dans un délire de rage complet. Ce qui va lui donner le sentiment en fait que la société l'a abandonné et qu'il doit protéger sa famille du monde extérieur. Oui, et il bat sa femme, mais c'est du monde extérieur qu'il faut protéger sa famille. Et parce qu'en plus, il croit que Jenny a du coup un retard mental, on le verra plus tard, c'est faux, il va considérer qu'elle a encore plus besoin d'être protégée et va donc décider de cacher son existence
autant que possible au monde. À partir de là, la maison Wiley devient une forteresse. Les rideaux restent fermés, les fenêtres sont barricadées, des clochettes sont installées pour surveiller tous les mouvements. Il interdit de parler, il interdit la télé, il interdit la radio, et le silence devient une règle absolue. Ginny va donc être complètement isolée dès l'âge de 20 mois. Mais en plus de tout ça, elle est placée dans une petite pièce au fond de la maison. Il y installe une chaise pot, une sorte de siège modifié avec un trou fait maison, où elle reste attachée la plupart de la journée. Elle ne peut pas étendre les jambes, elle ne peut pas se redresser, son dos reste voûté, ses hanches déformées. Quand elle ne dort pas dans cette chaise, elle est enfermée dans un sac de couchage, noué de façon à l'empêcher de bouger également, et placée dans un berceau grillagé. Pas pour la protéger, vous vous en doutez, mais pour qu'elle reste silencieuse, immobile. Elle est à peine nourrie, quand elle fait du bruit, on la frappe, quand elle pleure, on la frappe, quand elle bouge, on la frappe. Pour la faire taire, Clark va même montrer les dents, grogner comme un chien et la griffer avec ses ongles. Et si en plus il la soupçonne de faire quelque chose qu'il n'aime pas, il se met à faire ses bruits devant la porte et la battre. Ce qui va d'ailleurs à l'avenir donner à Ginny une peur intense des chats et des chiens. À l'âge où un enfant commence à jouer, à courir, à poser des milliers de questions, Ginny, elle ne sait même pas marcher correctement. Elle a un retard musculaire extrême, elle ne peut pas mâcher, elle n'a jamais entendu une berceuse, c'est à peine si elle entend des voix, elle n'a jamais vu un oiseau voler, elle n'a jamais eu un câlin. Le problème, c'est que je rappelle que Ginny, elle n'existe pas aux yeux du monde. Donc les voisins ne voient rien, l'école ne signale rien, les services sociaux n'interviennent pas, parce que personne ne sait en fait. Et tout ça, ça va durer plus de 12 ans. Oui, vous m'avez bien entendu, 12 ans. Et pourtant, le père de Ginny était convaincu qu'elle mourrait avant l'âge de 12 ans et avait donc promis que si elle survivait au-delà de cet âge, il permettrait donc à Dorothy d'aller chercher une aide extérieure pour l'aider. Mais finalement, vous vous en doutez, il va revenir sur sa décision dès lors que Ginny aura passé les 12 ans. En octobre 1970, alors que Ginny a environ 13 ans et 6 mois, Dorothy va décider de fuir avec elle pour se rendre chez ses parents pendant que Clark est absent. Le frère de Ginny, âgé de 18 ans à ce moment-là, avait déjà fugué et vivait chez des amis depuis un bon bout de temps. Environ 3 semaines plus tard, alors que Dorothy et Ginny vivent toujours chez les parents de Dorothy va prendre une décision qui va radicalement changer les choses. Le 4 novembre, elle va décider de demander des prestations d'invalidité pour aveugles en Californie. Elle va donc prendre Ginny avec elle. Cependant, en raison de sa quasi-cécité, elle va entrer par inadvertance dans le bureau des services sociaux voisins et non dans le bureau destiné aux aides financières. Une assistante sociale va immédiatement voir entrer Ginny, une enfant étrange qui semble autiste et pense d'abord qu'elle a 6 ans. Elle va finir par voir son âge sur le dossier et se rendre compte qu'elle a 13 ans et 7 mois et pas 6. Ce qui va l'inquiéter, elle va donc appeler la police. Ses parents sont arrêtés et Ginny devient pupille du tribunal. En raison de son état physique et de son état de quasi-asocialité, une ordonnance du tribunal va être immédiatement émise pour son transfert à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. La police va découvrir la maison, la saleté, la puanteur et au fond la pièce nue dans laquelle était Ginny. Une chaise fixée, un sac de couchage, des excréments, une ambiance de cauchemar. Lors de son arrestation, Clark Wiley ne dira pas un mot. Et un jour avant son procès, il finira par se suicider d'une balle dans la tête en laissant le mot « Le monde ne comprendra jamais ce que j'ai fait ». Et il avait raison. Ce qu'il a fait à Ginny, à sa famille, personne ne pourra jamais vraiment l'expliquer. Concernant Dorothy, elle a déclaré au tribunal que les coups infligés par son mari et sa cécité, quasi totale en plus, l'avait rendue incapable de se protéger et de protéger ses enfants. Les charges retenues contre elle vont donc être abandonnées et elle va bénéficier d'une thérapie à l'hôpital. À son arrivée à l'hôpital, Ginny devient le centre de toutes les attentions. Des médecins, des chercheurs, linguistes, journalistes, tout le monde veut la voir. Car tout le monde se pose la même question, peut-elle encore apprendre à parler? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Si oui, alors ça veut dire qu'un cerveau privé de langage peut rattraper son retard. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a une limite d'âge pour apprendre. Un point de non-retour en gros. En sachant qu'à ce moment-là, elle a 13 ans et qu'elle ne pèse que 27 kg et mesure 1m37. Elle a beaucoup de comportements considérés comme étranges et a même développé une tendance à se masturber dans des contextes inappropriés, ce qui va
conduire les médecins à envisager la possibilité que son père aurait même peut-être abusé d'elle sexuellement ou aurait forcé son frère à le faire. Mais ils n'ont jamais eu confirmation. Elle est aussi extrêmement pâle et gravement dénutrie. Elle a des problèmes dentaires, un abdomen distendu, mais en plus de tout ça, le harnais de contention utilisé par son père a provoqué la formation de lourdes ecchymoses noires sur ses fesses qui a mis déjà plusieurs semaines à guérir. Mais pour en rajouter une couche, malgré les premiers examens confirmant une vision normale des deux yeux, elle ne parvient tout simplement pas à focaliser ses yeux sur quoi que ce soit à plus de 3 mètres de distance, qui correspond en fait aux dimensions de la pièce où son père l'a gardée. Donc le fait qu'elle n'ait jamais pu regarder au-delà des 3 mètres, au-delà de la pièce, a fait qu'elle n'arrivait tout simplement pas à voir correctement au-delà même dans le monde extérieur. La motricité globale de Jenny était extrêmement faible. Elle ne pouvait ni se tenir droite, ni étendre complètement ses jambes. Ses mouvements étaient très hésitants et instables, et elle avait une démarche caractéristique du lapin. En fait, elle tenait ses mains devant, comme des griffes, en marchant. Elle ne pouvait pas mâcher et souffrait d'une dysphagie très sévère. Elle était totalement incapable d'avaler des aliments solides ou même mous, et à peine capable de le faire avec des aliments liquides. Elle était également totalement incontinente. Les médecins ont trouvé très difficile de tester ou d'estimer l'âge mental de Jenny ou ses capacités cognitives, mais pour vous dire, après 2 tentatives, ils ont constaté qu'elle obtenait un score équivalent à celui d'un enfant de 13 mois. Oui, vous avez bien compris. 13 mois alors qu'elle a 13 ans. Lorsqu'elle était contrariée également, elle s'attaquait violemment à elle-même, tout en restant totalement inexpressive et sans jamais pleurer, sans faire aucun bruit. Bref, une enfant traumatisée. Elle sera suivie pendant plusieurs mois, mais n'arrivera malheureusement pas à développer un langage suffisant pour faire des phrases complètes. Aujourd'hui, on sait que le manque de stimulation provoque des dégâts irréversibles dans le cerveau. Il devient plus petit, mal formé, et plus ce manque dure, plus c'est permanent. Et 13 ans de vie, c'est énorme et suffisant pour rendre ça malheureusement définitif. Mais le calvaire ne s'arrête pas là pour elle, qui va être trimballée pendant des années. En juin 1971, elle quitte l'hôpital pour vivre avec son professeur. Mais 1 mois et demi plus tard, les autorités la placent dans la famille du scientifique responsable de l'équipe de recherche avec qui elle vivra près de 4 ans. Peu après ses 18 ans, elle finira par retourner vivre chez sa mère, qui quelques mois plus tard décidera qu'elle ne peut tout simplement plus s'occuper d'elle correctement. À la demande donc de sa mère, les autorités vont finir par placer Jenny dans le premier d'une série d'institutions et de foyers d'accueil pour adultes handicapés. Les responsables de ces établissements vont l'isoler de presque toutes ses connaissances et vont encore une fois, la soumettre à des violences physiques et psychologiques extrêmes. En conséquence, sa santé physique et mentale va se détériorer gravement, et le peu de langage qu'elle a appris durant son parcours va finir par régresser très rapidement. Début janvier 1978, la mère de Jenny va interdire toute observation et tout test scientifique sur elle. Enfin, vous allez me dire. Et aujourd'hui, finalement, on sait peu de choses sur sa situation. On ignore où Jenny se trouve actuellement, même si en 2016, certains pensent qu'elle était sous la garde de l'État, tout simplement. Conclusion, beaucoup ont voulu faire de Jenny un cas scientifique, un mystère, un enfant sauvage, moderne, mais elle n'était pas une énigme en fait, c'était surtout une fille brisée, traumatisée, silencieuse, et ce silence, c'est aussi ça le vrai drame. Pas seulement ce qu'elle a vécu enfant, mais le fait qu'on ne lui ait jamais vraiment donné la parole, ou en tout cas qu'elle n'ait jamais réussi à la prendre, qu'on ait parlé d'elle, écrit à propos d'elle, mais jamais avec elle. Voilà, écoutez, c'était l'histoire de Jenny Wiley. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. J'aimerais vous dire qu'elle a subi un calvaire énorme pendant 13 ans et qu'après elle a vécu la meilleure des vies possibles, mais en réalité, je pense qu'elle l'a subi pratiquement l'entièreté de sa vie, malheureusement, et qu'elle n'a même tout au long de son parcours pas rencontré les bonnes personnes, en tout cas pas des personnes bienveillantes. Voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup à ceux qui le font. Vraiment, merci, c'est un bonheur. Et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.